bonjour à tous. Alors moi je suis Ornella Giordano. Je suis un Master 2 de psychologie du développement à l'université donc d'Aix-Marseille. Donc là ce soir je vais répondre un petit peu à toutes les questions qui ont été posées concernant la licence, la sélection et le master. Je m'appelle Marine Faria, je suis en Master 2 de psychologie clinique du développement. Et donc j'ai fait ma licence à Lyon 2 et mon master du coup à Aix. Donc moi c'est Alexis Olivier, donc j'ai fait ma licence à Aix et je fais également mon master 2 à Aix. J'avais 10 de moyenne en L1, 12 en L2. Alors après moi il faut savoir que je travaillais en temps plat à côté, donc ça m'accaparait beaucoup. Et j'étais très investie dans mon travail, donc honnêtement j'étais peut-être même plus investie dans mon travail que dans les études. Donc ça justifie aussi des notes un peu basses, en tout cas pour la sélection. En licence 3, j'ai augmenté avec un peu plus de 13 de moyenne, j'avais 14 de moyenne en licence 3. Semestre 1, et j'ai augmenté jusqu'à 16 de moyenne au semestre 2 en licence 3. Je les reprends en même temps. Voilà. On m'a demandé du coup en particulier dans ma spécialité, donc moi j'étais en psychologie du développement, donc je vais prendre 3, c'est l'année la plus significative. Du coup en psychologie du développement j'avais 16 de moyenne au premier semestre et j'ai eu 15 de moyenne au deuxième semestre. Donc voilà, après effectivement les notes ça compte. Mais je sais que personnellement, pour ma sélection, c'est aussi mon parcours professionnel. Mes notes, je sais que j'ai eu ma licence à peu près à 15 de moyenne. Et en développement, je devais être à peu près vers les 16 de moyenne. Donc moi j'ai fait ma licence à 14,5 de moyenne en général pour chaque année. Et en développement, j'ai eu des notes entre 8 et 18, donc c'était très vaste. Sachant que le dernier partiel de Dev en deuxième semestre de L3, j'ai eu un 8. Et c'est passé. Ouais, franchement, après en différentiel, j'avais 19. Après, il faut savoir que dans notre promo, on est très hétérogène au niveau des notes. Des personnes ont eu 12 de moyenne à la licence et ont été pris. Donc c'est pas non plus... Ouais, c'est pas un critère. C'est un critère qui peut aider à mon avis. Oui, qui aide, mais pour moi ça ne s'arrête pas qu'aux notes en fait. Ça ne s'arrête pas qu'aux notes. Du moins, pas dans le master. C'est compliqué de répondre à cette question parce que d'un côté j'ai mon avis et d'un autre côté j'ai pas fait le type de stage qu'il fallait pour y entrer. C'est-à-dire que moi je suis en psychologie du développement et j'ai toujours fait que des stages en psychiatrie adulte, mais dans laquelle j'ai été confrontée à des troubles neurodéveloppementaux auprès d'une population adulte. Donc moi j'ai justifié ça par la perspective lifespan, bien sûr, puisque les troubles neurodéveloppementaux ne s'arrêtent pas à l'âge adulte, comme vous le savez. Donc voilà. Par contre, j'avais eu des expériences professionnelles auprès d'adolescents en développement typique et aussi en tant qu'AVS, notamment où j'ai accompagné pendant un bon moment l'inclusion d'un petit garçon qui était autiste. Donc moi, ça a plus été au niveau de mes expériences professionnelles, je pense, que j'ai été entre guillemets valorisée pour ma sélection. Peut-être quel stage t'as fait en licence? Moi en licence j'ai fait juste un stage, donc j'ai fait un stage avec une psychologue de l'éducation nationale. Je pense que ça aide en vrai parce que donc notre master il aide, il est d'une grande aide pour être psychologue d'éducation nationale. Mais après je pense pas qu'il y ait de stage plus si peut-être les structures qui accueillent des enfants d'éléments atypiques. Mais voilà. Et toi Alexis? Alors moi en licence j'avais fait un stage en IME, donc c'est vrai que c'est plein cadre pour ce master. Mais après, je pense qu'il vaut mieux faire plusieurs stages et que c'est très valorisant pour soi et pour l'entrée en master. Et peu importe l'endroit en soi, parce que le master est lifespan, donc vie entière. Donc ce que vous fassiez avec l'enfant, l'adolescent, l'adulte ou la personne vieillissante, je pense que c'est un argument en fait. Ouais, puis c'est un atout en fait. C'est un atout, ne serait-ce que pour votre pratique. Beaucoup de personnes de notre promo ont fait beaucoup de stages. On est les seuls à... On est les seuls à avoir fait qu'un stage. Et c'est vrai que c'est enrichissant, on le voit dans leur manière
d'appréhender les enseignements et dans leur manière de réfléchir? Alors honnêtement, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question, puisque de toute façon, vous avez, en tout cas moi pour ma part, on avait de toute façon une liste de TER qui était proposée, donc il suffisait de se positionner là où on le souhaitait. Donc voilà, peut-être par contre réfléchir un petit peu si on propose un choix, aux arguments qui motivent ce choix, et peut-être même proposer un petit début de piste sur la littérature, ça peut toujours faire un petit plus. On n'a pas fait de TER Moi, à j'ai Lyon, pas fait de TER à Lyon. donc pour les TER qu'on avait en L3, j'ai pris développement bien sûr. À mon avis, c'est plus important, c'est plus judicieux. Je pense que si vous rentrez dans une recherche de clinique, ça va être compliqué de le vendre. C'est pas impossible, mais compliqué. Mais foncez vers les TER de développement. Personnellement, j'étais avec monsieur le maire pour émotion et cognition. En fait, je pense qu'on voit un petit peu les mêmes choses qu'en licence. En fait, le problème, c'est que j'ai pas fait ma licence ici. J'ai fait ma licence à Nîmes. Donc c'est assez compliqué parfois de répondre à vos questions dans le sens où j'ai pas eu un cursus tout à fait linéaire. Mais les changements, moi je dirais qu'on voit plus en profondeur en fait. Et peut-être d'un point de vue plus pratique parfois ce qui a été vu en licence. On va plus creuser aussi la question des tests, des évaluations, de la remédiation cognitive, rentrer un peu plus dans le pratique à ce niveau-là. Aussi voir plus en détail la prise en charge, l'entretien et les pratiques liées avec les enfants et les personnes âgées. Donc voilà, mais le Master 1 reste quand même assez théorique, encore assez théorique, même si on a beaucoup plus d'heures de stage qui sont amenées à être étayées notamment dans le cours de régulation de stage. Et puis bien sûr le TER, le fameux TER qui prend énormément de place parfois. Moi j'étais avec Madame Blay, on travaillait sur l'influence du développement du contrôle cognitif dans le développement des habiletés en mémoire prospective. Et c'est vrai que ça a été un TER assez, et ça l'est toujours d'ailleurs, assez important. Des gens se spécifient dans une voie particulière, dans une spécialité. Merci. Et également, ouais, enfin moi en tout cas je trouve au niveau de l'investissement, au niveau du travail, c'est pas la même chose. Parce qu'on voit énormément de licences, enfin en licence on voit énormément plein de choses dans plein de matières différentes. Et voilà, alors que là c'est plus spécifié, je me radote. Hein. Mais ouais. Après également au niveau, enfin c'est peut-être con comme truc, mais au niveau aussi également de l'organisation. Enfin, au niveau, maintenant on est une promo de 15 personnes, et également c'est un gros changement par rapport à licence où on est énormément, où les profs ne nous connaissent pas. Enfin, personnellement, ils ne me connaissaient pas. Là, il y a également plus de proximité avec les profs, donc c'est également mieux. Voilà, je sais pas. Toi? Je vais dire pareil à peu près. Déjà on est 15 dans le master et ça c'est une chance. On peut vraiment avoir une relation avec les profs. Mais En entre plus, nous, en développement, ils ont quand même une manière d'appréhender les apprentissages qui est Ouais. intéressante, nos professeurs. On n'est pas dans quelque chose non, c'est vraiment DCM où le Ouais. prof parle et on écoute. On est non, vraiment c'est dans des quelque échanges chose. interactifs. Ouais, c'est Ouais. enfin, c'est interactif. On est dans le socio-constructivisme. Et pour ce que ça m'a changé également, c'est la motivation, tout simplement. Je suis vraiment passé de quelque chose d'extrinsèque à quelque chose de vraiment intrinsèque. Ouais. Et voilà, c'est pas la même motivation. Ouais. Quand on travaille vraiment que sur ce qui nous plaît spécifiquement, on peut rentrer beaucoup plus loin dans les apprentissages et être beaucoup plus motivé. Puis on fait pas les choses pour se dire. Enfin, en licence, je pense qu'on est beaucoup à se dire faut que j'ai mon année, faut que j'ai 10, faut que je fasse les choses pour avoir mon année. Là, c'est en mode je fais les choses parce que ça va me servir plus tard. Parce que ces enseignements, ces connaissances, elles vont me servir pour moi quand je serai psychologue. Et ça, c'est un grand pas, hein, Ouais. la différence entre les deux. Ouais. Surtout qu'on n'est pas vraiment dans la peur de ne pas avoir notre année, quoi. Non. Ça change aussi.
toi, tu n'as pas fait à Aix, donc je vais répondre. Moi, je peux dire. Ouais, vas-y. Ah bon, discrimination. Non, on a quand même des options à Lyon. Donc moi, j'avais choisi psychologie du développement, l'éducation et des problématiques interculturelles. Donc qui est vraiment en lien avec notre master, quoi. Donc, ouais, pour nos options, le mieux, c'est on a 3 options de dev. Et les autres options sont... On voit aussi qu'il y a des options qui sont plus dev que d'autres, pour les options méthodologiques. Donc moi, j'avais pris développement socio-affectif, j'avais pris psychopatho de l'adulte. Donc... Et j'avais également pris en 3e option différentiel. Régulation, et émotion, régulation et dysrégulation. Quelque chose comme ça. Et pour les 2 autres options, j'avais pris études du changement. Donc celle-là, elle était vraiment passionnante. Les autres aussi d'ailleurs, mais... Études du changement, et en autre option, je ne me rappelle plus du tout, entretien clinique. Donc les options, je pense qu'il faut savoir les vendre en fait, tout simplement, parce que même en ayant pris psychopatho d'adulte, j'ai réussi à être en psychologie du développement dans le master. Après, j'ai quand même le regret à l'heure actuelle de ne pas avoir pris la 3e option qui aurait permis d'avoir plus de connaissances justement sur le développement conceptuel. C'était développement conceptuel, l'option avec Agnès Bailly. Okay. Donc je regrette vraiment de ne pas avoir pris cette option. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux avoir une majorité d'options à consonance développement. Par exemple, pour les options méthodologiques, prendre méthode des tests et études du changement. Mais en soi, rien n'est impossible. Ouais, Il vaut quand même mieux prendre majorité de développement, pour montrer que vous êtes déjà solide dans où vous allez. Ce qui n'était pas mon cas. Enfin, je commençais. Je vais pas vous mentir, c'est rumeur de pas y arriver, de pas avoir d'assez bonnes notes, de pas avoir fait assez de stages, de pas avoir fait les bons stages, de pas avoir fait assez de bénévolat, de ceci, de cela. Donc voilà. Mais quelque part, c'est bien aussi dans le sens où ça permet, mine de rien, de travailler sur vraiment la gestion de ses émotions, de ses attentes, etc., etc. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire un vrai travail sur moi à ce niveau-là. Et sur aussi la gestion de ses exigences. Voilà. Et ça permet aussi de se mettre au clair avec ses objectifs, de faire un vrai point sur l'avenir professionnel qu'on se réserve. Donc c'est quand même intéressant pour ça. Du coup, moi, comment je l'ai préparé tout le long de ma licence, en fait, je me suis posée et je me suis listé des questions en fait que je pouvais me poser pour savoir qu'est-ce que je voulais pour mon master, quelles étaient mes attentes à moi, parce qu'en fait on envisage toujours le master comme si on allait être recruté et on subissait la sélection des recruteurs entre guillemets, sauf que en fait moi j'ai décidé de le prendre en inverse. Je me suis dit en fait c'est moi qui vais créer ma carrière, c'est moi qui vais chercher des connaissances et donc en ce sens-là je me suis vraiment posée en me disant qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce qui me passionne, à quel moment est-ce que j'apprends sans que ce soit trop difficile, sans que ce soit trop coûteux. Je prends plaisir à apprendre, je prends plaisir à travailler, à quel endroit j'ai envie d'aller plus loin, de développer mes connaissances de mon côté aussi. Ça m'a permis de me mettre au clair. Et puis au final, vous voyez mes notes en développement par exemple, typiquement c'est parce que finalement je me suis régalée. Quand j'étais en licence 1, je n'aurais jamais cru, mais vraiment jamais, que je partirais en développement. Honnêtement, hein. Franchement, c'était un des cours qui me barbait le plus. Et je suis en master de psychologie du développement et ça m'éclate, vraiment. Donc il faut voir par rapport à soi et pas en imaginant qu'est-ce que l'autre pourrait... c'est important, mais je pense qu'il faut vraiment pas s'oublier là-dedans, dans ce processus. Sélection en master. Moi j'ai fait la stratégie de postuler dans beaucoup de masters. Ah, ça on est... Ah, comment elle est la seconde master? C'est en lien. Le droit de licence. Déjà, est-ce que tu avais construit ton projet pro En première année, je sais que j'étais beaucoup intéressée par la psychologie sociale également. Et la psychologie du développement, oui, parce que j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Mais ouais, après ça se spécifie. En vrai, moi en tout cas pour ma part, je savais vite que je voulais faire un master en psychologie du développement.
en cours de ma licence. Donc c'est pour ça qu'après j'ai pris d'enseignement en lien avec ça et je sais que je travaillais beaucoup. Enfin, si je travaillais plus ce côté-là, je disais plus en lien avec cette matière que les autres, mais voilà. Donc moi, pendant ma licence, je ne savais pas où aller. Donc je suis rentré en licence parce que j'avais des petites connaissances de la psychanalyse, que je trouvais ça intéressant. Après, c'était quelque chose qui m'intéressait également la psychologie, mais je ne savais pas toutes les spécialités qui existaient. Donc j'ai été très intéressé par l'ensemble des matières. Sans de jugement de valeur, la psychanalyse m'a un peu lassé en licence 2. Et donc c'est vrai que j'étais totalement perdu, je ne savais pas si je voulais faire social, développement, je m'intéressais à d'autres pratiques cliniques telles que les TCC et d'autres... donc je ne savais vraiment pas. Donc en L3, je me suis beaucoup posé la question à partir vers un master TCC, partir vers un master social, et j'avais toujours le développement qui m'avait beaucoup intéressé, mais dont peut-être ce n'est pas assez clair la manière dont on le pratique en licence. Et vraiment en me renseignant sur le master, en me renseignant sur les pratiques qu'on peut mettre en place en psychologie du développement, qui sont vraiment très riches et très individualisées pour les enfants, parce qu'on a également l'approche différentielle dans le master, et donc c'est vraiment au cas par cas qu'on va créer les prises en charge. Prises en charge qui sont également aidées et individualisées grâce au bilan. Et c'est vrai que après ça a vraiment été le master que je voulais, et je me suis débrouillé pour l'avoir. Mais c'est vrai que j'ai pas eu... T'avais eu... Bah, je n'ai pas préparé du début à la Oui, licence à la voilà, fin, quoi. tu disais pas... ouais. Bah, après, de toute façon, c'est propre à chacun. Après, oui, c'est un choix quand même assez compliqué et qui demande beaucoup de réflexion. Mais en soi, peu importe le master, vous aurez le titre de psychologue. Ouais, moi, je pense et il vaut mieux s'intéresser à tout, se ouais, renseigner la sur formation, tout. elle continue après aussi, après Voilà. le master. Hein, enfin... Le master, c'est une bonne formation, mais ce n'est pas la totalité du métier. C'est beau. Donc j'ai candidaté dans beaucoup de masters et je vous conseille de faire pareil. Donc ça a dû faire une dizaine de masters. Donc j'ai candidaté dans à peu près, bon ça a été le rush, je me suis pris à peut-être 2 semaines avant, une semaine avant, parce qu'il y avait tout qui s'est très vite mis en place, cumulé, entre le TER et le rapport de stage de licence. Donc c'est vrai que j'ai été pris à la gorge, donc j'ai postulé donc 5 ou 6 masters. Et ça a suffi, j'ai été pris dans 3, et dont 2 où je savais que j'avais déjà une place et que j'étais pas allé à l'entretien. Et moi, donc j'ai postulé, j'ai fait le choix stratégique, enfin, stratégique, je sais pas, j'ai postulé dans 14 masters. J'en ai été pris, je sais pas si c'est vrai, enfin, dans 12, je pense. Ah, d'accord. La classe. Donc voilà, si ça peut vous rassurer en vrai. Mais ouais, voilà, j'ai fait la stratégie parce que je suis très stressée aussi. Donc je me suis dit, je maximise mes chances. Mais ça demande du travail quand même de faire autant de demandes. Hein. Déjà pour 6, ou enfin je crois que j'avais fait 5 en fait. Déjà c'est beaucoup de travail pour 5, donc j'imagine pas voilà. pour toi. À la fin ça devenait... Ah, c'était facile. Ouais, ça arrive. À partir du moment où tu fais le dossier pour Bordeaux, tu peux tout faire. Apoflux. Ouais, mais j'ai vu genre 2 semaines après parce qu'ils t'envoient pas de mail. Non. Enfin, bref. Ouais. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaut mieux postuler à beaucoup de masters, même si vous voulez que celui d'Aix-Marseille, même si vous voulez que celui d'une autre ville. Faire le plus de choix possible, de ne pas être laissé sur le carreau. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, au final, tu deviens psychologue et donc, ouais. Certes, certains masters seront plus riches, et il est possible de tomber sur des masters qui ne vous conviendront pas également. Donc c'est vrai que des fois, il ne faut pas partir non plus que dans cette stratégie-là, et vraiment être proactif et se renseigner sur les masters et être sûr que quand vous y allez, c'est intéressant, mais également avoir des portes de sortie. Ben écoutez, classique en fait, c'est-à-dire qu'on dépose des dossiers en ligne. Chaque université donc a son petit compte là avec ses listes de documents nécessaires. Donc faites attention, anticipez bien ça, vérifiez bien qu'est-ce qui est demandé parce que c'est très long de faire un dossier. Franchement c'est super long. Il y a des facs aussi qui vont vous demander par exemple de faire une proposition de sujet de TER. Donc dans ces moments-là, c'est quand même mieux d'être au courant de quel labo il y a, quels sont
zut, je perds mes mots. Quels sont les, comment dire, les pratiques en fait des enseignants-chercheurs qui enseignent là-bas pour pouvoir être un minimum raccord. Et voilà, donc une fois qu'on a déposé le dossier en ligne, et ben on a des alertes donc, qui nous disent si on est accepté ou pas pour un premier entretien. Donc à ce moment-là, on reçoit une convocation. Et ensuite, un rendez-vous qui est vraiment... Franchement, ça fait un peu style entretien d'embauche. Je ne sais pas si vous en avez déjà passé. Avec, en général, il y a 2, 3 personnes qui sont là et qui vous posent des questions. Donc, comme je disais, sur des concepts en général, des points parfois plus techniques, mais qui demandent aussi à vous connaître et savoir si vous connaissez la faculté dans laquelle vous postulez. Plutôt bien, parce que... Enfin, plutôt bien. Du coup, ouais, ça m'a demandé quand même une sacrée organisation pour postuler dans autant de masters. Je sais que je m'y étais pris assez tôt, genre à partir des vacances de février, je crois. Euh... On a 2 mois de s'arrêter. Mais je crois que c'est... En vrai, il y en a qui commençaient tôt. Hein. Enfin, les sélections, je sais qu'il y avait des dossiers qui commençaient à partir d'avril. C'était jusqu'à avril-juin à peu près. Hein. Donc, ouais, je m'y suis prise assez tôt. Mais également pour moi, en fait, me prendre tôt et me dire, bah, qu'est-ce que je veux? Pourquoi ça? Pourquoi... master, parce que du coup, j'ai postulé que dans des masters de psychologie du développement. Mais du coup, ouais, donc en amont, pourquoi ça? Mon projet pro, euh, mon lien avec la licence et tout. Donc ouais, ça m'a demandé beaucoup d'organisation et de travail, mais à la fois c'était intéressant en fait, parce que c'était vraiment un travail introspectif, je trouve, que j'ai pas eu forcément l'occasion de faire en licence, de me dire bah merde, qu'est-ce que je vais faire après et pourquoi je suis là. Du coup, ouais, mais pour moi c'était beaucoup d'organisation et un peu de stress. Alors pour moi c'était beaucoup de stress et un peu d'organisation, très peu d'organisation. Donc comme je l'ai dit, tout s'est fait sur 1 semaine, 2 semaines pour postuler à tous les masters qui m'intéressaient. Parce qu'en plus je partais en voyage 1 semaine après le rendu de mes TER. Donc ça a été cette période de 1 semaine où j'ai pu rendre mes mémoires juste avant et faire tous les dossiers. T'as dormi combien d'heures la semaine? J'étais très stressé, c'était très compliqué. Ouais, je m'étonne. Donc ouais. Et après en plus la sélection, j'ai eu la chance d'avoir eu des réponses positives pour le master de Strasbourg et de Bordeaux avant d'avoir... Ex. Ouais. Ouais. Donc Ça m'a rassure, soulagé, ouais, je suis ça rassure. d'accord. Mais Aix, pour l'entretien, ça s'est mal passé. J'ai été pris sur liste complémentaire. Mais parce que l'entretien s'est mal passé. Enfin, Bah après, très faut bien. peut-être préciser qu'en fonction des universités, il y en a un, il y en a, c'est juste sur dossier, et d'autres, c'est dossier plus entretien. Donc Oui. c'est également pas la même chose. C'est pas le même travail qui est demandé. Ouais, bah en principe, quand il y a dossier, ça dépend des universités, mais en principe, il y a plus d'éléments également à fournir. C'est qu'à Aix, dans le dossier, il n'y avait pas forcément beaucoup d'éléments à fournir, parce qu'après, il y a beaucoup de choses se jouaient du coup en entretien. Donc moi, j'ai eu un parcours un peu atypique puisque j'ai toujours travaillé à côté de mes études. J'ai travaillé dans des lycées notamment et un peu en tant qu'AVS aussi. Et en fait, j'ai mis mes expériences professionnelles qui sont en lien avec ce que je voulais faire. Donc le fait, en présentant par exemple que j'ai travaillé dans des lycées, ben, le fait que en travaillant en tant qu'assistante d'éducation, maîtresse d'internat, des choses comme ça, j'ai été confrontée à une population adolescente, donc avec toutes les problématiques que ça engendre. La découverte de la sexualité par exemple, mais aussi les conduites à risque. On avait des problèmes de drogue par exemple à l'école. J'ai été confrontée à des grosses problématiques de harcèlement aussi. Et également les populations, enfin les personnes atteintes de handicap qui se retrouvent en fait en milieu ordinaire alors que parfois c'est absolument pas adapté tout simplement parce qu'il n'y a pas une prise en charge nécessaire et surtout le fait que les enseignants et même tout le corps éducatif n'est absolument pas formé à la prise en charge de ces troubles et même s'il l'était, s'occuper d'un adolescent autiste en pleine crise dans une classe de 30 élèves pour donner un cours d'histoire-géographie par exemple,
c'est compliqué. Et donc passer derrière en tant que pionne par exemple, parce que y a des gros cirques dans la classe, etc. ou des choses comme ça, un élève qui veut taper tout le monde, bah mine de rien, c'est pas facile. Et donc c'est un peu ces expériences-là que j'ai mis en avant pour argumenter le fait que ça a nourri ma réflexion en fait et mon envie de rentrer dans ce master en particulier pour pouvoir élaborer tel projet professionnel en particulier. Donc au niveau du CV, les expériences professionnelles directement en lien avec les études, tout ce qui pouvait concerner également le bénévolat par exemple ou des stages effectués. Et puis dans la lettre de motivation, en fait tout ce qui me motive à rentrer dans ce master, qui concerne un peu ce que je viens de vous développer, toute la réflexion qui a été nourrie par mes expériences professionnelles. Voilà, je pense que c'est mieux dit comme ça. Bah, dans mon CV, bah, après ça, c'est un conseil, enfin, c'est pas forcément juste pour la sélection de master, d'avoir un CV attractif en quelque sorte. Ah, bah, moi, genre, je sais que genre, vous allez sur Canva ou sur des trucs comme ça pour avoir en quelque sorte un beau CV. Moi j'avais un document Word. Ah, non, vraiment, genre. C'est bien, moi, ouais, c'est bien, ça. Et dans ma lettre de motivation, ce que j'ai mis en avant, bah, c'est mes expériences aussi professionnelles. Parce que, à défaut, en quelque sorte, de ne pas avoir beaucoup de stages, j'avais plus d'expérience professionnelle et je pouvais faire le lien avec ce que je voulais plus tard et avec le développement, et avec mon attrait pour la population d'enfants. Donc j'ai fait ce lien, et voilà. Après, dans ma lettre de motivation, j'ai beaucoup, comment dire, adapté en fonction des universités. En fonction des enseignements et des thématiques de recherche, et ça, je pense que ça joue également d'adapter sa lettre de motivation au master et à l'université. Voilà. Et toi ? Alors, moi, dans la lettre de motivation, bon, le CV, je vais pas en parler, c'était un document Word avec juste ce que j'ai fait, clairement. De toute façon, voilà, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, j'ai fait un stage. C'est pas le mieux. Et dans la lettre de motivation, je me la suis jouée avec beaucoup d'honnêteté. Faut savoir se vendre en fait, Ouais. même quand on a des défauts. Par exemple, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de projet pro. Je savais que c'était le développement, mais je n'avais pas de projet pro. Donc j'ai dit clairement que je ne savais pas quoi faire. Mais c'est mieux d'être honnête, voilà, que de s'inventer un projet et qu'au final, après ça peut être bancal et si on nous interroge, exactement. Puis je pense qu'en vrai, il n'y a rien, c'est normal en fait de ne pas avoir en licence, de ne pas savoir le projet pro qui soit pas défini, pour moi c'est aussi normal. Oui. Donc je pense que le mieux c'est de savoir se vendre, mais avec honnêteté. Donc, ouais, si tu l'argumentes, ouais. C'est ça en fait. Donc j'avais pas de projet, donc j'ai tout simplement dit que ça me permet, ce qui est vrai, parce qu'aujourd'hui encore je suis intéressé par tous les apprentissages, et j'ai vendu ça en disant que ça ferait de moi quelqu'un qui voudrait se former et savoir où il veut aller, et donc ça me permettrait vraiment de m'impliquer pleinement dans tous les apprentissages. Donc honnêteté, je pense avant tout, et quand même savoir se vendre. Ouais. Après pareil, j'ai dit en fonction du master, des bien spécifiques. Donc comme je disais, moi j'ai eu plutôt des expériences professionnelles. J'ai pas fait... Ah si, j'ai fait un autre stage en L3. En plus du stage clinique, j'ai fait un stage de recherche. Où voilà, c'était un stage qui consistait... je travaillais en fait pour une méta-analyse. En gros, j'ai fait beaucoup d'extraction de données. C'était horrible. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment compliqué, mais super intéressant à découvrir parce que on n'y pense pas forcément. On stage dans la recherche et je me suis dit que ça pouvait être un super atout puisque maintenant les masters sont toujours à double finalité, pratique et recherche. Donc voilà, du coup j'avais fait ça. Bénévolat, j'ai été bénévole mais pas très longtemps auprès de l'association Soliane. En fait, c'est une association qui aide les parents qui ont des enfants atteints de handicap, divers handicaps, et en fait qui leur permet de les décharger dans certains temps et de se retrouver, de les conseiller aussi sur des praticiens, des structures, des choses comme ça, qui les aident à constituer aussi leur dossier MDPH parce que ça c'est vraiment une grosse galère, c'est très compliqué, très lourd comme démarche.
Et donc c'était grâce à cette association que j'avais été mise en lien avec un IME et j'étais intervenue en tant qu'AVS pour l'inclusion d'un garçon de 11 ans atteint d'autisme dans un centre aéré. Donc voilà, j'avais fait ça tout un été par exemple. Et du coup, au niveau des formations, en fait, l'avantage, c'est que ça m'a permis aussi de rebondir quand je me suis présentée pour la sélection en expliquant que le fait d'avoir eu ces expériences-là professionnelles, ça m'a aussi permis de travailler ma posture en fait dans un travail d'équipe. Apprendre à poser des limites, je trouve que c'est compliqué à apprendre au début quand on commence un travail, quel qu'il soit, pas forcément psychologue ou voilà. Apprendre à poser des limites, à se gérer soi, parce que souvent quand on arrive dans une structure ou même pour les stages ou quoi, on est plein de bonne volonté, on est à fond, on a l'impression qu'on va changer le monde, que voilà, ça va être trop bien et tout, et puis on est très très vite désillusionné par la réalité du terrain. Et ça peut être très dur, on peut vraiment se prendre ça comme une claque dans la tronche. Et c'est tout un travail en fait d'apprendre à prendre cette distance, à pas se laisser envahir dans sa vie personnelle. Je trouve pour ma part que c'est très important de différencier sa vie personnelle de professionnelle, d'avoir des moments pour soi, pour couper, et puis d'avoir aussi des moments où on se consacre vraiment à son avenir professionnel et où on va aller se renseigner, se documenter, et des fois même passer du temps devant une feuille à s'imaginer en tant que professionnel qu'est-ce que je ferais. Est-ce que je mettrai en place des formations? Est-ce que je serai libérale ou pas? Avec quel public est-ce que je travaillerai? Parce que voilà, moi par exemple, je suis partie en développement et alors que je détestais ça, enfin à la base, les cours théoriques sur le développement me saoulaient totalement. Et puis finalement, j'ai vraiment découvert un goût, un intérêt. Et quand je m'y suis projetée, ben, je ne me suis pas forcément projetée d'une manière typique puisque je me retrouve avec des adultes et c'est pas antinomique du développement puisqu'on se situe quand même dans une perspective lifespan. Donc justement, moi, ça a apporté des questionnements, je pense, peut-être intéressants. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait l'autisme et le vieillissement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures pour les enfants, on parle beaucoup pour les enfants, les adolescents, tout ça, mais quand ils ont 40 ans, il n'y a plus de structures spécialisées, enfin, c'est très compliqué. Diagnostiquer un adulte donc de manière tardive, ça pose plein de problèmes aussi. Parce que par exemple, les parents sont plus forcément là pour donner des éléments de la petite enfance qui sont très très importants à obtenir pour pouvoir poser un diagnostic fiable. Donc bon, voilà. Du coup, il y a tout plein de questions comme ça à se poser aussi et un recul qui peut être intéressant à avoir et à mettre en valeur quand on a fait des stages. Et donc c'était des formations qui concernent... J'avais passé le PSC1, c'est les premiers secours, premier niveau. J'avais passé aussi une formation qui est... comment dire, c'était une formation sur la gestion des situations conflictuelles dans les équipes et une autre formation sur la prévention du risque autour des questions de harcèlement en fait dans les collèges et les lycées. Donc bon bah moi j'étais en plein dedans donc c'était parfait mais finalement ça m'a servi pour la suite. Euh, voilà. Mhm. À part le stage de L3, non. Mais du coup, c'est un peu un regret que j'ai en vrai. De ne pas avoir fait plus de stages en licence. Et de ne pas avoir même des formations où... Enfin, oui, j'ai participé à des colloques, des choses comme ça et tout, mais des formations, ouais, c'est un regret que j'ai. Donc si je pouvais donner un conseil, c'est faites des stages tant que vous pouvez faire des stages. Et si vous trouvez des stages, faites, foncez. Pareil pour les bénévolats et les formations, c'est toujours Ouais, bien sûr, valorisant non, pour oui. les formations. Et il y a beaucoup de personnes dans notre promo qui avaient déjà fait 3-4 stages, clairement. Euh, c'est vaste, mais en fait, je vais pas vous dire de pas vous stresser parce que vous allez être méga stressé. C'est normal. Mais servez-vous de ce stress. Servez-vous-en pour l'optimiser. Voilà. Dites-vous que c'est un défi, ok. Euh, et c'est con à dire, hein, mais dites-vous aussi que vous jouez pas votre vie.
Parce que moi, au début, je le prenais en mode je joue ma vie et le stress m'envahissait. C'était très difficile. Et un jour, j'ai parlé avec une collègue de ma licence, j'étais à Nîmes, et elle me dit mais en fait, on est là, tu sais, si on réussit pas, on trouvera autre chose, enfin, on pourra réessayer. Et il y aura d'autres portes qui s'ouvriront à nous, on n'est pas sans bagage, on n'est pas des merdes, donc on va trouver notre place. Donc c'est certes très 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 important pour vous, ça l'était pour moi, parce que c'est l'avenir que vous voulez vous créer et qu'il y a très peu de place pour énormément de personnes. Mais ne vous sentez pas comme un petit poisson noyé dans la masse. Dites-vous que vous avez de la valeur, vous avez de l'importance. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez bien mérité, vous avez travaillé pour ça. Après tout, vous savez de quoi vous parlez. Depuis le début, vous avez suivi des cours. Manifestement, vous n'en êtes pas trop mal sorti puisque vous êtes là aujourd'hui. Et donc, reposez-vous aussi sur ça, quoi. Et pour vraiment, comme je disais, utiliser ce stress plus comme un moteur que comme quelque chose qui assomme et qui écrase. Alors là, pour le coup, c'est pareil, hein, je pense que dans la gestion des émotions et tout, c'est une période vachement importante. Et donc dans les conseils que je peux vous donner, c'est aussi de garder des moments à soi pour souffler, pour couper avec tout ça, parce que je vous promets que c'est parfois perdre du temps pour en gagner, franchement. Euh, Parce que les moments où on coupe, c'est des moments où on prend du recul. Et quand on revient finalement sur les cours ou au moment où je fais la sélection par exemple, quand on crée nos dossiers, des choses comme ça, en fait on a plus de recul et on a mieux les choses en tête. Être reposé, c'est important. Franchement, dormez. Je sais que ça peut paraître bête, hein, mais moi, il y a eu des moments, je dormais pas, je me mettais à faire n'importe quoi, je faisais trop des tours de riz, c'était cata, quoi. Alors que, ouais, je perds une journée à me reposer, par exemple, de temps en temps, mais quand j'y retourne, je suis fraîche et je suis pumped up et je suis au taquet et c'est efficace ce que je fais. S'y prendre à l'avance, faire des stages, se faire confiance. se faire confiance, être honnête. Non mais c'est vrai, se faire confiance parce que en principe votre projet c'est quelque chose qui vous tient à cœur et voilà, vous savez pourquoi vous êtes là et il faut juste le défendre. Donc deux personnes qui sont là et qui vont vous poser des questions. Alors à chaque fois, il y a toujours un petit temps au début où on va vous demander de vous présenter. Donc là, vous expliquez, bon, vous dites qui vous êtes, vous expliquez votre parcours, peut-être ce qui vous a amené ici. Et moi, je pense que cette partie-là, elle est très importante à préparer parce que les éléments qu'on va apporter à ce moment-là, ils vont déterminer l'entretien. C'est sur ça ils vont se raccrocher à des éléments que vous allez apporter à ce moment-là pour orienter leurs questions. Bon, il y a souvent des questions aussi toutes faites sur ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont vous demander, par exemple, j'en sais rien moi, c'est quoi la théorie de l'attachement j'ai un doute qui me vient en tête là, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser. C'est quoi la mémoire de travail, enfin vous voyez des trucs un peu techniques comme ça, mais sinon ça va être des questions plus sur vous, qu'est-ce qui vous amène là, est-ce que vous connaissez la faculté dans laquelle vous savez où vous allez et que vous savez pourquoi vous y allez, que voilà. Aussi, ne vous laissez pas démonter parce que parfois il y en a, c'est des petits coquins, on va dire ça gentiment, qui vont essayer de vous déstabiliser pour voir comment vous réagissez. Donc parfois ils sont un peu secs ou parfois ils vont vous donner l'impression, vous dire carrément que ce que vous dites c'est tout pourri. Montrez que vous êtes capable d'argumenter et que si vous dites ça, c'est parce que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes cohérent. Cohérent avec vous-même, avec votre parcours et avec celui que vous voulez dessiner. Je pense vraiment que c'est ça le plus important. Au-delà des réponses en soi que vous pouvez apporter en termes de contenu verbal, quoi, je pense que le non-verbal aussi compte énormément. Comme je vous dis, dans la posture, dans l'attitude, et voilà. Pourquoi vous avez choisi de vous orienter vers cette voie-là, pourquoi ça vous parle et comment ça vous parle, c'est-à-dire comment vous imaginez vous y projeter, même si ça peut bouger. Je
crois que j'avais rencontré une personne qui avait carrément répondu à un moment donné, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire à l'avenir, je suis pas là pour prédire l'avenir, je me garde des portes ouvertes et je compte justement sur le master pour en fait me permettre de préciser ces questions-là, sachant que voilà, peut-être que j'aimerais travailler avec des personnes âgées, peut-être plutôt avec des enfants. Je me laisse encore ces 2 ans d'études pour réfléchir et voir ce qu'il en est. Ça, c'est aussi des réponses possibles, hein. Donc, comme je disais, faut pas non plus se stresser. Et je pense vraiment que ce qui compte le plus, c'est votre attitude et votre posture. Montrer que vous êtes posé, que vous êtes posé dans votre tête, que vous savez ce que vous voulez. Comment ça se déroule Donc il y a Toi, t'avais ta chemise panthère déjà. Léopard. Léopard, pardon. Comment se déroule Il y a une première partie, enfin il y a 2 parties dans un entretien. Il y a une première partie où vous faites un monologue en fait. Non mais c'est vrai. Vous vous présentez pendant, on vous dit vous avez 5 minutes et il faut respecter le temps. Personnellement, moi je refais ma lettre de motivation pendant cette Ouais, présentation, en vrai, ce qui c'est était ça, peut-être pas le plus judicieux. Mais... En vrai, oui. Enfin, je sais que moi j'avais parlé de mon projet pro, enfin j'avais déjà parlé de mon parcours en fait. Ma licence, c'est l'enseignement que j'avais eu, parce qu'en plus, du coup, je changeais, donc c'était intéressant de dire, enfin, faire le lien entre les deux. J'ai parlé de mon projet pro, non, pourquoi psychologie du développement, j'ai développé pourquoi cette spécialité et pas une autre en quelque sorte, pourquoi cette université et mon projet pro. Et après, vous allez être une deuxième partie où votre jury vous pose des questions. Et enfin, pour ma part, je trouve qu'il n'y avait pas de piège en fait. On m'a posé des questions sur ce que j'avais parlé auparavant. Les thèmes et les thèmes. Taiki. Non, peut-être pas. Non. On a 2 à 3 personnes par jury, je sais. Enfin, ouais. Voilà. Donc, ouais, moi, on m'a posé des questions sur ce que j'avais parlé, donc en vrai, aucun piège. Voilà, c'est juste, faut argumenter et faut parler de choses dont on est certain et on peut argumenter, parce qu'en fait, le piège, c'est de parler de choses dont on n'est pas trop sûr et on nous pose des questions sur ça et on sait pas trop. C'est ce qui s'est passé pour ma part pour un autre entretien. Donc moi, pareil, donc ça s'est déroulé très stressé, extrêmement stressé. J'ai beaucoup de mal pour prendre la parole en face des profs quand c'est des situations comme ça vraiment asymétriques. Et donc ça a été très stressant. Après, il y avait quand même une certaine bienveillance de la part des professeurs, même si ça n'a pas suffi à me désamorcer. Donc vraiment, ça a été catastrophique l'entretien. Donc ensuite, ils m'ont posé des questions, j'avais tout revu bien, parce qu'il y avait des sujets qui étaient vraiment bien développés dans ma lettre de motivation, que j'avais bien développé. Par exemple, mon choix de TER, qu'est-ce que j'allais faire, le TER que j'avais fait. Et je n'avais vraiment pas bossé ce que j'avais fait en stage. Enfin, je connaissais mon stage, je me suis dit je le connais, mais je ne m'attendais pas aux questions sur le stage et de manière très précise sur certains points du stage. Et en lien avec la matière que j'avais échoué. Mais ouais, je sais qu'on peut. Enfin, moi aussi, on m'a beaucoup posé des questions sur mon stage. Ouais. Donc, beaucoup sur. Donc, il y a tout cet aspect pratique qui a été plus mis en avant, on dirait. Et puis les thèmes aussi. Si vous dites holistique, on va vous demander ce que c'est. Ouais. Ce que ça veut dire. Le choix des termes. Et également des questions pour savoir dans quel master on va. Quels autres masters on a postulé. Bon. Et ça aussi, je voulais la question de l'honnêteté, parce que dire j'ai juste postulé ici. Alors que vous avez postulé à d'autres masters, pour moi, c'est pas forcément. Enfin... Au contraire, ça peut montrer que vous avez. Ça montre pas que c'est un choix judicieux de postuler qu'à un master. Certes, vous leur dites que c'est celui-là que vous voulez. Mais oui. Mais... Ouais, j'en ai postulé à d'autres parce que j'ai la réalité des choses et que je sais que c'est compliqué la sélection, donc je préfère maximiser mes chances, même si c'est vous que je veux en priorité en quelque sorte. Faut savoir le dire. Et puis ça peut montrer également que votre projet pro et personnel est bien bâti, parce que si vous faites le choix que de master de développement, ça montre que vous vous dirigez vraiment vers le développement. Alors moi je fais partie du master de développement enfance, adolescence, vieillissement. Et donc les finalités de ce master, c'est la visée pratique et recherche, comme pour tous les masters, hein. Et on pense souvent que quand on part en développement, c'est soit pour travailler avec des vieux, soit pour travailler avec des enfants, des bébés, enfin voilà. Mais pas forcément, parce que comme je vous le disais depuis le début, moi je suis avec... j'ai toujours été dans le cadre de la psychologie, pas dans le cadre professionnel. Dans le cadre de la psychologie, j'ai toujours été avec des adultes. Et la perspective développementale avec des adultes, elle est hyper intéressante. J'aurais jamais pensé à ce point-là. Au début, moi-même, j'hésitais en fait. Je me disais, mais mince, t'as toujours été qu'avec des adultes, c'est pas du tout raccord. Faux. Franchement, faut pas se brider avec
des représentations comme ça. Donc on est amené à étudier beaucoup tout ce qui va concerner l'évaluation, les pratiques de remédiation cognitive, l'éducation cognitive. On va voir toute la psychopatho du jeune enfant, mais aussi de la personne âgée. Et puis, et autant dans le développement typique qu'atypique. Et ça, c'est super intéressant aussi parce que on voit beaucoup tout ce qui concerne, par exemple, la parentalité. Et moi, ça m'a donné beaucoup envie de développer des groupes d'accompagnement à la parentalité ou bien des suivis individuels pour ça. Voilà, c'est vachement large en fait. Franchement, j'ai presque envie de vous dire qu'au fil des cours, vous allez découvrir que c'est vous qui allez vraiment en faire de quoi créer vous-même votre propre pratique. Franchement, c'est pas fermé, je trouve, en termes de population et tout ça. C'est vraiment à vous de vous approprier le contenu. Et puis, à ce niveau-là, franchement, j'ai envie de dire, tout est dans la plaquette pour ce qui concerne vraiment les finalités, quoi. Pour moi, le seul truc, franchement, j'étais un peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il y avait encore un peu trop de théorie pour moi. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de pratique quand je rentrais en master. Donc après, on m'a dit c'est pas trop dans le M1, c'est plus dans le M2. Et la pratique, on la retrouve au travers du stage, bien sûr. Ah oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à solliciter par contre les intervenants, ils sont franchement, et les enseignants-chercheurs, ils sont très disponibles. Franchement, je trouve quand même qu'ils répondent bien à nos questions. Ils sont là aussi pour nous accompagner dans nos interrogations en dehors du cadre des cours. Donc ça, c'est vraiment top. Mais voilà, il faut être prêt, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a encore un peu de théorie. Et pour ma part, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu forcément plus axé recherche, dans le sens où tous nos intervenants, c'est des chercheurs. Mais tous nos intervenants ne sont pas des praticiens. Donc, pour ça, il faut quand même beaucoup se raccrocher sur le stage. Après, l'étayage avec les enseignants-chercheurs, quand on en a besoin et qu'on va leur demander, il reste toujours très intéressant. Mais voilà. Le M1, j'étais un tout petit peu déçue, mais peut-être parce que j'avais trop d'attentes à ce niveau-là. Je pensais qu'on irait tout de suite plus vite dans le cœur du sujet. Mais par contre, en M2, là, je commence à m'éclater, notamment au travers du stage, pardon. Et puis parce qu'effectivement, là, les cours, ils sont vraiment plus axés au fur et à mesure du premier semestre sur cette fameuse pratique. Donc, et vraiment, on s'éclate. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment génial. Je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. On fait psychologie du développement clinique, EAV. Ouais. Psychologie clinique du développement, EAV. Enfance, adolescence, vieillissement. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est clinique. Donc, nous aussi, on fait de la pratique auprès des enfants, auprès des personnes adolescentes, des personnes vieillissantes. On peut, de même de notre formation, nous former. C'est le principal du master, en fait, c'est de nous apprendre à nous former. Aussi bien dans les enseignements qu'en dehors. Donc, on est totalement apte, après, en se formant par nous-mêmes, de travailler vers des populations qu'on n'a pas vues pendant le master, ou de se spécialiser par d'autres formations. Donc c'est vraiment une approche qui est lifespan, c'est dur à dire. Lifespan et très, enfin pour moi, ouais, c'est on peut travailler partout. Intégratif dans le sens où peut-être, en fait pour moi c'est une des raisons pourquoi je me suis tournée vers le développement, c'est parce que il y avait cet aspect intégratif, on voit tout ce qui est au niveau cognitif, mais on voit aussi au niveau affectif, et le lien entre les deux et pour moi c'est primordial en fait, pour accompagner un enfant, où en fait tout le monde, mais ouais, avoir ce regard intégratif, et c'est quelque chose qu'on nous enseigne vachement en fait. Oui, on est toujours dans l'étude de la transaction, de l'individu, sur ses différentes facettes, c'est vraiment passionnant, je vous conseille ce master. mais vraiment on est dans quelque chose de très individualisé, donc chaque enfant est l'enfant particulier, et c'est pas un trouble, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Non. Je pense que les autres masters également, oui, d'ailleurs. Bien sûr, on n'est pas là pour... J'espère.
Mais oui, on a une approche qui est différentialiste également, donc ça nous permet vraiment, pareil, encore de individualiser la personne. En fonction de- On a quoi d'autre à dire? Psychopatho-développemental, donc Ouais. ça très important. Nous, on l'avait pas dit, mais on s'intéresse beaucoup aux troubles neurodéveloppementaux et au développement atypique. Et toujours en lien avec le développement normal, parce que le Ouais, développement normal, typique. typique, Non, mais développement non, mais typique, non, pardon. non. Ouais. Le développement typique nous Ils apprend, s'alimentent. il s'alimente les deux. S'alimentent mutuellement. C'est avec le typique, on va pouvoir apprendre sur l'atypique, avec Et l'atypique, on va inversement. pouvoir apprendre sur le typique. Donc ça aussi c'est passionnant Ah ouais. et ça nous forme vraiment bien à notre future pratique d'avoir cette psychopathologie développementale. Et ça, c'est Qui propre quand même à Aix. Hein. C'est Au master de c'est Aix. propre à Aix, j'imagine qu'il y a des notions, mais c'est vraiment, Ouais, mais ouais. vraiment travaillé dans ce master et c'est vraiment une approche qui est très utile et passionnante pour pouvoir pratiquer ensuite avec l'enfant. Ouais, vraiment. L'enfant, l'adolescent, Oui, bien sûr. Oui, on personne c'est vrai adulte qu'on et dit vieillissante. tout le temps enfant, mais... Où en sommes-nous? Quels Est-ce sont qu'on a les tout présenté? fonctionnalités Là, après, on a, pour la Est-ce qu'on pratique, dit- on a beaucoup de cours sur le bilan et la remédiation cognitive. Peut-être dire quelques exemples de cours un peu. Bah, j'ai un petit peu répondu, j'ai l'impression à ça aussi. Ce qu'il faut mettre en avant dans la lettre de motivation, il faut arriver à être précis et cohérent avec votre projet professionnel. N'essayez pas d'étaler plein de trucs que vous avez fait pour dire que vous avez fait plein de trucs. Ça risque plus de vous discréditer qu'autre chose. Ce qui compte, c'est la cohérence. Il vaut mieux avoir fait un seul truc, mais s'être investi à fond et montrer que ça a nourri votre réflexion. Je pense que c'est ça aussi qu'ils ont vraiment envie de voir. C'est que vous réfléchissez, vous prenez du recul, ça vous interroge, ça vous donne envie d'aller plus loin, d'aller chercher, de chercher à comprendre et de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez créer à partir de ça pour une pratique future. Je pense qu'ils ont envie de voir, les recruteurs, les sélectionneurs, voilà, le futur professionnel, oui, que vous pourriez être plus tard. Et en montrant les questionnements qui peuvent émerger de vos interactions dans le milieu professionnel, mais parfois même dans des expériences personnelles, hein, ça peut donner cet aperçu-là et c'est intéressant à partir du moment où vous montrez que vous conceptualisez, réfléchissez là-dessus. Donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant dans la lettre de motivation. Et honnêtement, éviter les trucs bateaux j'adore les enfants, j'adore travailler avec des personnes âgées. On s'en fiche entre guillemets ce que vous adorez. Ce qui compte, c'est pourquoi vous adorez, pourquoi ça vous parle, qu'est-ce que vous aimez dans cette pratique, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant là-dedans, de travailler. C'est plutôt ça qui les intéresse, je pense. Donc voilà. Et honnêtement, je pense que du coup, c'est peut-être parmi les choses qui ont fait la différence dans mon dossier, le fait que j'ai pas un parcours typique. Euh, j'ai arrêté mes études pendant quelques années puisque je devais travailler en fait, tout simplement. C'était devenu ingérable. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai arrêté de travailler pour reprendre mes études. J'ai fait l'inverse. Et, et donc ce qui a pu faire la différence, c'est justement toute cette réflexion que j'ai pu élaborer autour de mes expériences professionnelles et qui m'ont amené à construire un projet professionnel. Euh, un projet professionnel qui s'axait non seulement sur la prise en charge, le dépistage, etc., des personnes qui avaient des troubles neurodéveloppementaux, notamment les troubles de l'attention et l'autisme, mais aussi l'intérêt pour le travail avec les équipes, la constatation que dans les milieux ordinaires, il y a un cruel manque de formation, alors que des équipes sont amenées constamment à être en lien avec des personnes en situation de handicap. Donc moi c'est aussi beaucoup le travail pluridisciplinaire qui m'intéresse et tout le travail de formation qu'il peut y avoir autour. Donc vous voyez qu'en tant que psychologue, on n'est pas forcément amené à être uniquement cantonné à un rôle derrière son bureau, euh, dans une prise en charge ou en train de faire passer un test. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça, nos potentialités. Comme je disais tout à l'heure, moi, ça a émergé pendant le master, l'envie de faire des groupes d'accompagnement à la parentalité ou des suivis individuels.
c'est pas des choses auxquelles on pense forcément comme ça tout de suite. Mais, euh, mais voilà, donc peut-être un projet pro un peu construit, mais si La c'est pas le différence, bah, je pense que c'est, moi dans mon cas ça a été l'honnêteté, j'ai eu des bonnes notes également. Et je sais que chez certains ça a été beaucoup de stages, d'autres ça a été un projet pro très bien construit, voire chez certains l'ensemble. Non, c'est Non, mais vrai, oui, il y du en a coup. dans la promo, c'est Ginette, ils sont parfaits. Euh, De- Bah écoutez, il faut pas croire qu'après la L3, qu'après la sélection, on va se reposer sur nos lauriers, hein. Dites-vous plutôt que c'est un entraînement. Euh, Il y a du boulot, ouais, il y a du boulot. Mais après, comme je vous disais, moi je suis pas non plus, enfin je suis plutôt quelqu'un qui a toujours voulu privilégier un équilibre entre vie pro et vie perso. Et j'ai pas non plus estimé que j'avais dû tel rogner sur ma vie perso. Alors oui, j'ai passé des soirées à bosser sur mon TVR, ou des week-ends, mais, euh, mais c'est quand même, ça va, c'est gérable. Et puis les enseignants, ils sont pas là pour nous casser non plus, quoi. Ils sont plutôt là pour travailler avec nous en tant que futurs professionnels. Donc ça, c'est assez donc intéressant. je pense que c'est compliqué. On est 15 dans une salle et on voit les autres qui parlent et on a peur. Honnêtement, on est stressé parce qu'on voit plein de gens qui sont compétents et on se demande si on a la même compétence qu'eux. Ouais, Et en fait, au final, on s'est rendu compte que c'est un sentiment qui était partagé par tout le de monde. ouf. Enfin, je pense qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que des fois, on se. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, hein, au début, je me disais, mais je suis pas légitime d'être là, parce qu'ils ont tellement de connaissances, tellement de choses. Mais en fait, on a chacun ses connaissances, on a chacun sa spécificité, et si on est là, c'est pour quelque chose. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi un sentiment de, bah, ouais, pourquoi. Enfin, ouais, je suis pas légitime, alors que si. Enfin, si vous êtes sélectionné, même si vous n'êtes pas sélectionné, vous êtes légitime. Oui. Voilà. Mais après, oui, on a eu beaucoup de chance, nous, pour ce début de M1, cette fin de M1, pour ce Master 2, d'avoir une promo très soudée, Ouais, ce qui ouais, n'est pas toujours le cas, malheureusement. Après, on n'est que 15, ça aide également ouais. pour faciliter la relation les uns les autres. Puis on a des personnes très drôles. Et Non, mais on est ouais. dans une promotion qui est vraiment très agréable à vivre et on est à Mais il y vivre. a de Et l'aide on en est fait. toujours dans la valorisation de l'autre, Ouais, mais quoi qu'il se même passe. de s'aider mutuellement en fait, parce que je pense que c'est très important de, en fait, de s'aider en fait, parce que c'est peut-être des années qui sont pas les plus simples, mais de savoir qu'on a des, ouais, qu'on peut compter sur les autres et qu'on peut s'aider au niveau des connaissances, mais au niveau aussi personnel. Hein. Oui, on a une bienveillance qui nous a vraiment permis de vivre Bah c'est, pleinement ce ouais, master c'est que et positif de en se fait. sentir compétent et d'évoluer dans la Mhm. compétence. Au niveau socio-affectif, ça a été Puis même, une enfin, belle expérience. mais même au niveau des cours, c'est beaucoup plus agréable et même, enfin, la dynamique avec les profs, d'avoir un groupe qui, enfin, qui s'entend très bien enfin, pour les enseignements, c'est également mieux en fait. Ouais. Parce qu'il n'y a pas en fait, ce jugement ou se dire, enfin non. Et on n'est pas dans des positions très asymétriques avec les profs, ça c'est aussi Non, c'est très ouais. intéressant. Ouais, ça change bah, de ce qu'on a l'image de l'école où c'est le prof et c'est les élèves. Non, là c'est beaucoup d'interactions, c'est des cours qui sont très interactifs. Il faut être actif, on apprend vraiment quoi. Ouais. Socio-constructivisme, une fois encore. Au niveau du travail personnel et de la gestion de l'emploi du temps du coup. Au niveau du travail personnel, très hétérogène, ça va dépendre de tout un chacun. Marine à être très dans le proactif, à travailler beaucoup en avance, en amont, à faire des stages à la bulle plutôt intensifs. Ouais, mais du coup, je suis un peu triste en ce moment, il y a plus, j'ai plus cette possibilité. Non, mais c'est vrai, enfin, je pense que c'est des modes. Enfin, moi, pour ma part, par exemple, je vais être là 2 jours avant les rendus des mémoires et les rapports de stage, je vais être en mode la vie elle est belle, j'ai fini. Mais par contre, 8 mois avant, j'étais stressée, alors que c'était dans 8 mois. Mais ouais, c'est des modes différents. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail personnel, mais du coup, plus. Enfin, ouais, du coup, c'est plus un travail régulier. Voilà. De toute façon, c'est propre à votre Ouais, personnalité. enfin, il Donc n'y a pas de certes, meilleure façon il y aura de une faire, charge de moi, travail qui sera plus importante. Parce que Ouais. c'est vrai qu'en Master 1, on avait beaucoup de petits travail à rendre pour la semaine d'après, beaucoup Ouais. d'oraux, ça il faut le savoir. Donc de présentation orale Ouais. dans la classe. C'est compliqué au début, quand on est face à 15 inconnus, mais c'est très utile. Parce que Ouais. notre pratique, plus tard, ça va être ça tout le temps. On va toujours être face à des inconnus et devoir Ouais, s'exprimer et s'exprimer, se faire comprendre également se des faire autres. En comprendre. fait. Mais après, Niveau travail personnel, après voilà, c'est propre à chacun, très on a variable. chacun son rythme. Moi, pour les partiels, je ne mets pas forcément énormément de temps à l'avance, donc ça aussi, ça a été un facteur de stress de voir la plupart des gens de la promo anticiper bien en avance. Mais en soi, Ouais, je pense que ce qui est important, c'est de trouver son rythme. En si fait. vous avez survécu à la licence, vous survivrez Ouais. de la même façon. Ouais, ouais.
Même s'il y a plus de travail, mais après, d'un Non, autre côté, ouais, mais vous c'est êtes dans une différent. motivation Ouais. intrinsèque, Non. plus En vrai, c'est extrinsèque. vrai, il y a... Enfin, oui, Vous c'est ne travaillez certain. plus pour les notes, vous travaillez pour vous, tout Mm. simplement. Ouais, il y a plus de travail, mais c'est différent. Oui, c'est différent. L'emploi du temps, Mm. c'est pas le plus important, on va dire. C'est maintenant. Je pense qu'en Master 2, on trouve même presque qu'on n'a pas assez d'heures. Enfin, c'est peut-être pas partagé par tous, mais Ouais, moi aussi. on moi, aimerait je suis bien d'accord. avoir plus de cours. Ouais, non, je suis d'accord. Après, ça, c'est notre avis. Non, c'est vrai. Non, mais on est déjà chargé là pour ce Master 2 par contre. Oui, On a on un dit cours, ça. on a 2 jours de dispo pour, Ouais, mais du coup, on fait pour le le stage, Et après, 3 jours pleins. 3 de jours cours. pleins de cours. Mais deuxième semestre de Master 2, Non, je m'égare un peu, Ouais, on a mais- une semaine de cours par mois et tout le reste consacré au stage et à la recherche. Master 1, c'était comment? On avait un jour pour le stage. Un jour et demi. On n'avait pas cours le vendredi. On n'avait pas cours le vendredi. On n'avait pas cours le mardi. Enfin, deuxième semestre, on n'avait pas cours ni mardi ni vendredi, je crois. Ouais, je crois. Et le premier, on n'avait pas cours le mardi matin. Enfin, il y avait un jour et demi, quoi. Ouais, consacré au je crois stage. qu'il y avait des trous Ouais, un peu par un peu, endroit, voilà. en Après, fonction. ouais. C'était assez relax au Mm. niveau de la gestion du temps. Après, voilà, la gestion Faut de ça- l'emploi du temps, c'est qu'il y a le TER à côté, Ouais, le stage c'est à ce que j'allais côté. dire. Et voilà. Non, faut pas s'arrêter juste au cours, en fait. Faut pas se dire, j'ai juste à son Des cours. fois, il y a le parce travail que- maison qui peut être assez compliqué, parce une que ça peut être organisation. anxiogène de façon à votre manière de voir la tâche. En soi, c'est viable. Mm. Postuler maintenant. Oh, franchement, c'est difficile de. Franchement, j'ai beaucoup galéré à trouver un stage. Donc, n'hésitez pas à réseauter. Moi, je trouve que c'est important. Le réseau, franchement, c'est super important. C'est comme ça que ça se passe. C'est une réalité. Avec les contacts. Les gens, ils aiment bien savoir qui vous êtes, comment vous travaillez, etc. Donc, si vous n'avez pas de réseau, c'est pas grave, mais postulez maintenant. Franchement, il faut vraiment s'y prendre tôt. J'ai été étonnée. C'était la première fois de ma vie que je galérais autant pour trouver un stage. Euh, Honnêtement, surtout dans les conditions actuelles. Donc, je veux pas non plus être alarmiste. C'est pas mon objectif. Mais par contre, il y a une vraie réalité de la difficulté à trouver quand même des places de stage sur le terrain. Après, au-delà de ça, vous pouvez vous demander, par exemple, c'est quoi les pratiques que vous avez envie de développer de manière préférentielle. Est-ce que c'est plutôt les bilans, les évaluations diagnostiques et fonctionnelles? Est-ce que ça va être plutôt la remédiation et l'éducation cognitive? Est-ce que ce sera plutôt tout ce qui va concerner l'entretien? Voilà. Et en fait, en vous posant ces questions, ça va juste vous permettre d'aller piocher un petit peu des éléments intéressants dans la littérature pour pouvoir être prêt au mieux dans votre entrée en stage et puis vous renseigner sur la population aussi à laquelle vous allez être confronté. Et puis peut-être aussi faire un petit travail, au moins de réflexion sur la posture, votre posture. Est-ce que vous vous sentez légitime? Est-ce que comment vous envisagez votre place dans l'équipe? Parce que c'est vrai que souvent quand on arrive en tant que stagiaire, on a l'impression qu'on doit rester caché dans un coin, pas trop dérangé. Alors qu'au contraire, il y a plein d'équipes qui apprécient, qu'on participe, qu'on pose plein de questions. Donc voilà. Et il faut être prêt aussi à s'imposer. Si on se retrouve face à un psychologue par exemple qui peut penser sans tort que parce que vous êtes un peu dans votre coin, parce que vous n'avez pas de questions, que voilà, alors qu'en fait vous avez plein de questions et vous attendez du psychologue qui vienne vous expliquer plein de choses. Non, franchement, allez-y, voilà, allez-y. S'y Donc prendre ça, c'est en important. amont Bien en amont, pour faire les demandes. à savoir que si le jour ne change pas, le jour qui est disponible Ah pour oui. le stage, Ouais, c'est un vendredi. Donc un vendredi avec des enfants, si vous voulez faire avec l'enfant, c'est compliqué. Donc vraiment, faire ça en amont, et bien choisir ses structures, passer les coups de fil, des appels. Et Même si c'est au rang, enfin sur la structure. ça, honnêtement, mais même nous, on n'a pas trop de conseils parce que ça a toujours été Ouais. compliqué. Non, c'est compliqué de trouver un stage en psychologie avec des tuteurs psychologue du développement, mais ouais, il faut s'y prendre en amont. Et je pense que ce qui est aussi un conseil, c'est qu'en fait, se créer un réseau tôt, quoi, en Oui. fait, parce que ça compte. Mais ça, c'est par les stages en fait. Ouais. Les stages que nous n'avons pas fait. Ouais. Toi, tu étais de Lyon en plus. Non, mais même demander autour. Enfin, par exemple, genre, je sais pas si vous avez fait des stages avec
les tuteurs où ça s'est bien passé, leur demander en fait. Leur demander s'ils connaissent des structures ou des psychologues qui seraient prêts à prendre des stagiaires. Enfin, ouais, oser en fait, oser demander et oser appeler, parce que ça viendra pas. Vous... Après, également, pour anticiper et préparer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ne pas stresser. Ne pas stresser. Donc, certes, c'est quelque chose de très angoissant. Ouais, c'est plus facile à Mais dire. on peut commencer en janvier. On peut commencer en janvier, Ouais, avoir donc- son année. Donc, même une fois que vous êtes rentré, si vous avez, Ouais. même si vous n'avez pas eu de réponse ou quoi, Nous en Master 1, en septembre, il y avait quasi personne qui avait un stage. Hein. très peu de monde. C'est Il y avait- quasiment personne. Bah, Pauline, je pense. Je suis pas sûr. Enfin, bref, moi j'ai trouvé mon stage en janvier, simplement. Ouais, mais voilà. Enfin, Donc, t'as fait un stage où déjà? Moi, oui, parce qu'on l'avait pas dit. Éducation nationale. Voilà, avec une psychologue d'éducation nationale. Et moi à l'ASE. Donc l'aide sociale. Avec en une France. psychologue d'obédience psychanalytique. Donc rien n'empêche. Et je Oui. suis en master 2, c'est pas. Oui, c'est après toi, comment. Oui. Alors en M1, on a le bilan, tout ce qui concerne les évaluations, les cours de remédiation cognitive, on a les méthodes professionnelles avec une méthodologie de la recherche et oui, encore des statistiques. On a aussi la psychopatho où on a des cours sur les TSA, les TDAH, les troubles des apprentissages et on a à nouveau une espèce d'introduction sur toute la conception développementale en fait, la perspective lifespan. Je crois que j'ai fait le tour. On voit le vieillissement cognitif aussi. Et voilà. Après, franchement, aller dans la plaquette, hein, c'est assez bien détaillé. Je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus sur ça. Si ce que je peux vous dire, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ça reste encore un petit peu théorique. Et il faut pas non plus s'attendre à avoir trop de pratique en M1. Ils nous le disent clairement, les profs, que pour eux, c'est pas encore le moment de se poser ces questions-là. Et on se les pose au travers du stage, pas dans les cours. Donc vous allez voir vraiment les fondements théoriques des troubles TSA, par exemple, TDAH, les troubles des apprentissages, et puis les manifestations somatiques qui en découlent, où est-ce qu'on en est dans la recherche, dans la connaissance de ces troubles, et enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc il y avait des matières en lien avec la psychopatho, donc vraiment l'étude des troubles neurodéveloppementaux, avec toujours ce lien entre l'atypique et le typique qui enseigne sur l'un et l'autre. Ensuite, on avait des matières qui touchaient plus à. Ah oui, il y avait des matières de bilan. Enfin, les tests psychométriques. C'est très importante, très intéressante également. Ouais, puis il y a de la manipulation aussi, c'est. Enfin, Oui. ça change, on était là pour manipuler les tests et pour. Constructivisme. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre comme cours? Après, on avait déonto commun à tous les masters. On avait adaptation scolaire, je me rappelle. Oui, on avait adaptation scolaire, c'était intéressant. Cours sur le vieillissement. Après, on avait des cours aussi qui étaient plus centrés théorie également. Ouais. Donc, c'était des cours. On rentre plus dans la pratique en master 2. Ouais, faut le savoir. Ouais, ça. Mais ça peut être des fois frustrant en master 1 parce qu'on se dit merde. Mais c'est frustrant, mais d'un autre côté, nos professeurs, ils savent nous montrer comment de la théorie, on n'a même pas besoin d'eux pour comprendre la pratique qui s'en joue par la suite. Oui, puis c'est nécessaire d'avoir ces connaissances pour après. Et c'est primordial en tant que psychologue de bien comprendre soi-même comment d'une théorie on en fait de la pratique, plutôt que d'apprendre par exemple une formation et de savoir faire que la formation en fonction des outils concrets qu'on nous a donnés. Mais attends, alors que chaque savoir théorique est un outil. Matière adaptation scolaire. Est-ce que j'essaye de deviner on a eu les prises de risque à l'adolescence. Enfin, on a eu vraiment beaucoup de cours. C'est super large. Hein. On a eu les émotions, la régulation émotionnelle, donc des matières de div, des matières de dev. De second semestre, on a eu quoi? En second semestre, on avait tous. C'était plus troubles neurodéveloppementaux. On avait troubles d'apprentissage, TDAH, TSA. Trouble 10. Trouble 10, oui, avec Lise de Bichard. Ouais, mais moi je comptais dans troubles d'apprentissage. Oui, ah oui. C'est vrai, j'ai pas entendu. TSA. Bilan. Bilan encore. Vieillissement encore. J'essaie de me rappeler, mais. Bon, peu importe, c'est très large. Tout le monde y trouvera son compte. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est encore super. Bon, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, mais moi je vais vous dire tout de suite, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc je sais pas, parce que ça dépend de vous en fait. Mais je vais vous dire franchement, moi je crois qu'il y a des cours,
Il y a eu un cours de Bly, par exemple, je m'en rappelle, c'était sur tous les modèles. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Sur l'attention. Non, sur le contrôle cognitif. Bah oui, forcément. C'est son sujet. En fait, je l'ai révisé qu'en lisant des articles. Je ne l'ai même pas révisé avec son cours. Donc ça dépend. Moi, je sais que je prends pas beaucoup de notes. Et si je suis très très bien en cours, en fait, les trois quarts, c'est imprimé, quoi. Juste, je prends les mots-clés, voilà. Et du coup, après, je vais plus aller lire des articles ou des choses comme ça. À fournir, donc ça on a déjà Non, bien parlé. ouais. Il y a plus de travail, mais après Ouais. c'est à vous de faire le choix. Si on veut devenir psychologue, il y a beaucoup de travail à faire. Et même en Master 2, je pense qu'on n'a pas encore, personnellement, j'investis pas encore suffisamment le travail, et j'y travaille, sur investir le travail. Mais après, je pense que du coup, moi, c'est différent par rapport à ça. Et je pense que des fois, c'est compliqué de se dire. Enfin, on a l'impression d'avoir beaucoup de travail et tout, mais de se dire, en vrai, c'est un master et il n'y a pas rien sans rien, en vrai, en quelque sorte. Et que c'est 2 ans, en fait, que ça va pas être comme ça pendant 10 ans, que c'est 2 ans et que c'est faisable. Que des fois, c'est un peu dur de trouver la motivation, de se mettre au travail, mais que c'est carrément faisable, en fait. Et surtout qu'être psychologue, c'est beaucoup de travail. Et selon les structures, c'est des heures et des heures de travail après, ça hors sera différent du aussi, cadre ouais. de l'entretien. Parce qu'après, c'est différent. C'est différent d'une structure à l'autre, mais on voit mais c'est certains différent psychologues aussi. qui sont sous pression, courir, faire les écrits, enfin c'est travail monstre qu'on ramène à la maison, travail de réflexion permanent, tout simplement. C'est un travail de réflexion permanent, il faut toujours réfléchir, qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j'aurais pu mieux le faire. Il faut toujours s'adapter en fait aux situations et c'est un travail de réflexion. Travail de réflexion qu'on nous entraîne pendant ce master. Et je pense que c'est ça en fait l'objectif principal. Ouais. On va pas vous donner les trucs comme ça tout fait en fait. C'est pas des outils clés en main. Même notre pratique, la remédiation cognitive, on nous amène à y réfléchir dessus. On nous amène à créer notre remédiation cognitive avec des principes bien clairs, bien établis, mais que l'on crée par notre réflexion parce qu'on aura des enfants particuliers qu'il faudra approcher avec des approches particulières, avec des centres d'intérêt particuliers. Ils sont tous différents, donc il faudra créer autant de pratiques que d'enfants. C'est ça, en gros, on nous apprend pas. Enfin, il n'y a pas, comment dire. Il n'y a pas déjà une solution en fait, c'est comment en fait on va adapter à chaque fois, en fait on nous apprend ça, enfin on nous apprend pas une pratique qu'on va appliquer systématiquement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on est vraiment formé à cette réflexion qui nous permet de nous former, c'est vraiment un cercle vertueux. Putain de gueule. Et donc en M2, les matières, on a l'entretien et l'étude de cas, donc plus en aspect TD. La psychopatho du vieillissement à nouveau, on a eu pas mal d'intervenants qui étaient vraiment sur le terrain, c'était super intéressant parce que j'ai vraiment eu un autre regard sur les interventions en EHPAD notamment, et en tout cas auprès de personnes âgées. On a psychopatho et handicap, donc on voit à nouveau en fait les troubles que je citais précédemment, TSA, TDAH, troubles des apprentissages, mais cette fois on est plus axé sur la pratique, donc voilà, tout ce qui va concerner l'évaluation, les tests en soi, mais aussi les suivis thérapeutiques. Ensuite, il y a la psychopatho du jeune enfant, où on aborde, là c'est plus avec un développement normal, et on reprend les grandes théories, et on voit aussi comment on peut intervenir auprès de familles dans des situations à risque, donc où par exemple l'enfant a un développement typique, mais c'est l'environnement qui peut poser question, ou bien en fait le but c'est d'éliminer les facteurs de risque, quoi. Donc voilà, on a encore la remédiation cognitive avec toute la partie sur l'évaluation, et puis bien sûr à chaque fois le TER et le stage, hein. Ça c'est sûr que c'est un gros morceau. Alors, du coup... Psychopatho-développemental encore, dans des aspects beaucoup plus poussés, des aspects où on nous met en pratique, tout simplement. Les bilans aussi, on a beaucoup vu le trouble du spectre autistique, mais du coup en lien avec les bilans, les différents tests, oui, on voit les tests pour chaque trouble, on voit la manière, la posture pour chaque trouble. Après on voit plus également, on a des cours sur l'entretien. Des cours sur l'entretien, très intéressants, vraiment actifs. Sur l'étude de cas. Ça on n'a pas encore compris. Ouais, mais je spoil ce qu'on va voir. Donc bilan... On a beaucoup d'intervenants en fait, on l'a pas dit. Oui, beaucoup d'intervenants qui peuvent vraiment nous apporter sur tout ce qui est posture. Ouais, c'est des professionnels qui viennent
Enfin, c'est des professionnels psychologues qui sont pas profs et qui nous viennent parler de leur pratique et de leur structure. Et c'est très enrichissant en fait. C'est extrêmement enrichissant. Et donc les autres matières, on a la remédiation cognitive, donc qui est toujours accompagnée du bilan. Bah, méthodologie de la recherche, Donc, parce qu'on a toujours cet aspect de la recherche. Enfin, on n'a pas plus mentionné que ça, mais il y a moitié pro, moitié recherche. Enfin, pas trop de la recherche parce que. Mais il y a vraiment moitié pro. À s'orienter vers la pratique, mais c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un gros aspect de la recherche dans le master. Notamment pendant le master 1, là on est. Un peu moins, ouais. Là on est plus en autonomie parce qu'on sait mieux gérer, on a déjà fait notre premier rapport. Enfin voilà, mais il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas négliger non plus. Qui est très important. Donc remédiation cognitive, pareil, on est plus dans la manipulation, dans la création, dans la réflexion pour créer nos pratiques de remédiation cognitive et justement appréhender, s'approprier les grands principes. Pareil pour les psychopathe du jeune enfant. Psychopathe du jeune enfant, passionnant. Ah ouais. Mais ouais, on voit tout ce qui est au niveau chez le jeune enfant, la psychopathologie mentale ou même. Tous les facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est une réflexion permanente. Et on a des profs qui sont vraiment très formateurs pour la réflexion. Donc là, on commence quand même bien à rentrer dans le vif du sujet. En M2, je veux dire. Et puis en fait, le M2, nous, je pense que ce sera probablement pareil pour vous. On a beaucoup de cours au premier semestre. On a 2 jours qui sont libérés, presque 2 jours par semaine pendant le premier semestre. Pas tout le temps, ça dépend. Mais quand même, où on peut commencer à se positionner sur son stage ou bien investir le TER. Et le deuxième semestre, par contre, il est beaucoup plus libre puisqu'on n'a plus qu'une seule semaine de cours par mois. Donc vraiment, le reste du temps, il est dévolu au stage et au TER. Donc c'est quand même l'éclate parce que là, ça y est, quoi, on commence à s'y sentir un petit peu et ça motive. C'est compliqué à dire parce qu'on est 2 personnes, on est 15 dans la promo et on va tous avoir une constellation de positions différentes. Moi, je suis convaincu par mon master, la plupart le sont. Après, je pense qu'il peut avoir... Je me plais dans les apprentissages, je me plais dans les enseignements, je suis content d'aller en cours, je suis triste quand certains sautent, je suis déçu de la situation actuelle, donc ça c'est pareil pour tout le monde, pour tous les masters. On a de la chance que nos professeurs ont réussi à nous mettre des jours de cours en présentiel. Pour les matières vraiment pratiques, on a vraiment besoin d'être là. Et il y a vraiment un investissement de nos professeurs pour nous, et ça je le ressens, et je trouve ça primordial. Et il y a l'investissement des élèves de l'autre côté qui se fait de même quand on voit qu'on a des professeurs très investis, qui peinent pour nous trouver, pour obtenir ces jours de présentiel dans cette situation. Mais c'est un travail qui est permanent au final, donc toutes les années, même hors Covid, ils sont toujours dans un grand investissement. Toi peut-être, par exemple, Enfin, je dirais plus... Faire un bilan de son M1 passé. En vrai, le M1 c'est assez oppressant parce que c'était de la nouveauté. Ouais, et puis des fois c'était... En fait, c'était... Comment dire? C'était variable. Donc je pense Moi, je l'ai vécu de manière très variable. Genre, des fois, je peux avoir des moments de stress, après des moments... Mais après, faut relativiser aussi. Enfin, je sais que, voilà, relativiser que des fois, on a l'impression qu'on est submergé alors que non. Enfin, pas que non, on l'est, mais c'est pas la fin du monde non plus. Et voilà. Et qu'au final, en fait, même faut pas se mettre de pression parce que même par rapport aux écrits, en fait, on les rend quand on veut, en fait, on les rend pas en conversation, il n'y a rien de grave. Oui, non, ça c'était pour Covid. Si tu les rends en deuxième session, ça fait rien non plus. Hein. Oui, bon, on part pas non plus dans fatigue. non, mais donc. Et du coup, là, comment se passe le Master 2 moi, en fait, ce côté professionnalisant et tout, franchement, c'est trop agréable à avoir. C'est très agréable, mais c'est très angoissant parce qu'on voit qu'on est encore séparés. D'être un psychologue, on a beaucoup de connaissances. Ouais, mais il nous reste des mois à nous former. Oui, il nous reste des mois à nous former, on se forme de plus en plus vite. Et on voit toute cette réflexion qu'on a acquise, et aussi bien par la licence que par le master, par nos lectures, par nos formations personnelles. Mais après, il est moins anxiogène, on se sent plus professionnel, on sait où on veut aller, on sait la posture qu'on veut avoir, et ça c'est important. Et je pense qu'on nous a appris vraiment à réfléchir sur les situations du moins cliniques.
pour bien réussir son stage et son mémoire de M1, moi, de toute façon, en ce qui concerne la rédaction du rapport de stage, vous allez avoir une trame hyper structurée. Donc, franchement, voilà, vous serez très orienté. Il n'y a pas trop de questions par rapport à ça. C'est eux qui vont vous imposer ce que vous devez écrire dedans. Donc, à ce niveau-là, voilà. Et puis sinon, donc vraiment que les questions qui soient apparues à un moment donné, elles soient posées. Et ne pas hésiter à en discuter aussi avec son tuteur de stage. Comme je vous dis, n'hésitez pas à aller leur poser des questions. Je pense que c'est vachement important pour étayer votre regard, vos observations et puis les pratiques que vous allez commencer à mettre en place. Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait de prendre des notes vraiment tout du long, à chaque fois. D'observer un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que le psychologue va demander à la personne, les questions qu'il va poser, mais aussi par exemple dans un entretien, c'est quoi les éléments de discours, les petites techniques qu'il va utiliser, repérer toutes ces choses-là au fur et à mesure pour rédiger ses réflexions au fur et à mesure, commencer la rédaction du rapport au fur et à mesure, parce que je trouve que dans ces moments-là, il y a tout qui est là, qui est frais. Et si on y revient plus tard, on a oublié. On a oublié les questions qu'on s'était posées, etc. Et j'ai peur que ce soit peut-être un peu plus pauvre dans ces conditions-là. Donc vraiment, moi je vous conseille de faire, mais quitte à le mettre en mode brouillon et à vous rédiger à la fin, mais vraiment que les questionnements qui sont apparus. Vous avez plein de petits tips. Moi, j'en ai pas. Comment bien. Moi, je vais plus peut-être parler de mémoire de M1. On l'a même pas dit sur quoi on le faisait. Hein. Notre mémoire de M1. Ouais, vas-y. Moi, je l'ai fait sur l'anxiété et l'apprentissage, sous la direction d'Alice de Vischer. Je sais que nous, elle nous avait demandé en fait d'avoir en quelque sorte un planning avec les différentes étapes de la réalisation d'un mémoire. Et je sais que juste d'avoir décortiqué les différentes étapes, ça aide en fait pour s'organiser et pour se dire en fait j'ai fait ça, il me reste ça, également voir qu'en fait il y a des choses qu'on a accomplies. Après ce qui m'a aidé aussi c'est le confinement parce que j'avais tout le temps pour le réaliser. Mais ouais, c'est faire étape par étape, je pense, s'y prendre en avance, s'y prendre en amont, faire beaucoup de lectures, beaucoup de lectures et voilà, mais après, ouais, pour moi, ça a été de faire en amont, chaque chose du mémoire, parce que c'est quand même un lourd travail. Et pour le stage, en fait, c'était différent, le rapport de stage. C'était différent. Parce que le rapport de stage, en fait, la réflexion, elle vient... on anticipe, mais on peut pas tout anticiper, c'est-à-dire que la réflexion, elle va venir beaucoup sur le tas, en fait. Ouais. Donc voilà, mais ouais. Je pense, moi, donc je suis... Ta thématique. Mathématiques, c'est la motricité du nourrisson. Donc on tend que l'interprétation que les adultes peuvent en faire. Donc avec Marianne Jauvert. Et mon stage, c'était à l'ASE, mais j'ai pas été très satisfait de mon stage. Enfin, ça a été compliqué, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en soi, moi, je veux dire qu'il faut bien choisir sa thématique de recherche. Ouais, parce que quelque chose qui nous convient. Ouais. Un professeur aussi, avec qui on a peut-être plus d'affinité, peut-être qu'on... C'est compliqué en M1 parce qu'on les connaît pas encore forcément. Et son stage, bien le choisir, bien choisir le professionnel avec qui on va le faire. Parce que il vaut peut-être mieux louper un stage si on sent que le professionnel, ça va pas passer au niveau personnalité entre lui et soi. Ouais, mais au niveau de l'institution, ça nous convient. Au niveau de l'institution, au niveau de sa pratique, vraiment, ouais, vraiment réfléchir et ne pas se lancer et se dire il me faut un stage, ouais, je prends le premier stage qui est bien. Ne pas être trop précipité en fait dans ce qu'on veut. Mais on l'a peut-être pas dit en fait au niveau des mémoires et de la recherche, comment ça se passe. On a une thématique, les premières semaines de Master 1 en fait, on nous présente une liste avec toutes les thématiques des professeurs et c'est nous qui devons sélectionner les thèmes. Voilà. Et ça se fait sur un choix, enfin ça se fait sur des vœux en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que des fois il y a une certaine déception d'être sur un vœu qui n'était pas le sien au départ. Ouais. Bon, après je crois qu'on a tous les deux été satisfaits de nos mémoires. Oui. Après ça va dépendre aussi
le thé vert de chaque professeur qui va avoir son propre planning, sa propre manière de travailler. Donc Ouais, certains vont être soumis à une forte pression, une forte charge de travail, d'autres ça va être plus léger, ils vont peut-être se prendre un plus gros stress à la fin. Enfin, ouais, c'est complètement différent en c'est fonction des complètement thématiques et en différent. fonction des professeurs aussi. Faites quelque chose qui vous plaît, dans lequel c'est ça va pouvoir important. nourrir votre pratique, ça va pouvoir nourrir Ouais. votre réflexion. Faut peut-être le dire qu'en fait il y a une importance. Enfin, moi je sais que cette année elle me l'a répété ma directrice de mémoire, mais en fait, il y a un lien entre. On se dit c'est juste de la recherche, c'est pour faire un mémoire, mais faites quelque chose en lien avec ce que vous aimeriez faire dans votre pratique parce que ça aide également. D'avoir sur un CV. Bah, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être vendeur, mais comme d'hab, ça fait pas tout. Oui, il y a la mais personnalité, de ouf. Mais ça peut être un élément en plus, quoi. Oui, ça peut être un élément en D'avoir un plus. truc, tu fais sur l'apprentissage et tu fais un truc. C'est un peu pareil que ce que je viens de dire pour le rapport de stage. Je note au fur et à mesure, dès que j'ai vraiment des questionnements qui m'interpellent, ou des envies particulières, des sujets en particulier qui m'interpellent, qui me titillent, quoi. Et je vais creuser un peu cette question-là. Par exemple, là, je commence à noter, en fait, honnêtement, dès la L3, j'ai commencé à noter quel type d'atelier je me verrais monter, quel type d'intervention je me verrais développer, etc. etc. Donc ça me permet vraiment de me projeter vers quelle structure je vais me tourner pour pouvoir postuler. Donc je l'anticipe aussi en pensant à mon réseau quand je suis en stage, etc. Entretenir des bonnes relations avec les équipes, avec les psychologues. Personnellement, je trouve que c'est très important. Et donc, j'y suis pas encore, mais pensez à postuler tôt. Donc c'est pour ça, faire par exemple la liste des structures qui existent, se renseigner sur les conventions, parce que par exemple, être psychologue en hôpital, avec la convention 51 si je ne me trompe pas, ou bien en association dans la prise en charge d'enfants avec du handicap, convention 66, je peux vous dire qu'au niveau salaire c'est pas la même chose, et ça aussi ça se réfléchit. Donc il y a aussi des avantages à travailler en hôpital, puisqu'on a les temps FIR par exemple, on a plus de temps qui est dégagé, mais ça dépend dans quelle structure, donc se renseigner sur les structures, sur comment ça fonctionne d'un point de vue plus pratique. Au niveau des institutions. Diplômé, on n'anticipe pas. On se sent petit à petit compétent, on est encore qu'en début de master, on a nos connaissances et on arrivera à les mettre en place et on va encore se former. Je pense que c'est une formation tout au long de la vie en fait. Enfin vraiment, je pense qu'en fait il faut se dire que certes on a un master et on a quand même un gros bagage, mais que ce bagage, faut l'alimenter au fur et à mesure de notre diplôme. Mais après pour anticiper, je sais que, personnellement, les enseignements qu'on a et la place qu'on nous donne aussi, ça me permet de me sentir un peu plus légitime que par exemple l'année dernière, et de me sentir plus légitime dans ma réflexion également que j'ai. Mais ça c'est aussi, après je pense que les lieux de stage, les choses comme ça aussi, ça joue en fait de nous préparer en fait à ce diplôme. Et voilà. Clairement, c'est les lieux de stage qui vont faire toute notre légitimité. Il faut oser pendant le stage, il faut oser mettre en place ses pratiques, il faut oser prendre la parole. Parce que c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais je pense qu'aussi il faut profiter parce que c'est la dernière année où on va pouvoir en quelque sorte, vous pouvez par exemple poser toutes les questions que vous avez en tête. Il n'y a pas de questions bêtes, ça c'est encore, c'est certain, mais poser, intéressez-vous, interrogez et pour comprendre en fait tout ce qui se joue en fait. Les différents corps de métier, l'importance de chaque. L'institution. Parce qu'en fait, c'est pas juste être psychologue, mais tout ce qui se passe autour également de l'institution, avec qui il travaille le psychologue. Je pense que ça permet d'anticiper. Bon, c'est pas mon cas. J'avais envisagé la question de me projeter dans un doctorat, mais en fait, j'ai eu un petit bébé entre mon M1 et mon M2, là. Donc, honnêtement, ma vie personnelle a trop d'importance pour que je me lance là-dedans. Je suis pas là-dedans, franchement. Côté financier aussi, forcément, ça c'est à prendre en compte. Donc honnêtement, pour ça, je vous laisserai vous tourner vers quelqu'un qui a cette intention. Voilà. Alors que j'envisageais. Non, je me posais les questions de faire un doctorat plus en L3 et début de M1, mais du coup, c'est un projet que j'ai abandonné. Donc voilà. Parce que... pourquoi ou... Ouais, pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que... En fait, déjà, je me suis rappelé pourquoi je voulais être psychologue. Même si en soi, faire un doctorat, on peut être psychologue en même temps, rien n'évoque pas l'autre. Mais également,
en faisant un master de recherche, je me suis rendu compte de tout l'investissement que ça demandait et également que c'était un monde de la recherche et que je pense que ça ne me correspondrait pas forcément. Donc voilà. Moi, le doctorat, c'est vrai que des fois, je me dis, ah, ça pourrait être intéressant, mais on va dire que je n'ai pas l'organisation nécessaire pour faire un doctorat, donc je pourrais pas vous en parler. Moi, tout ce qui me plairait, c'est pas tout le monde de la recherche, mais le monde de l'enseignement. Ouais, Donc, c'est vrai que je trouve. Ouais. c'est vrai que je pense que s'il y a des personnes qui veulent être prof de fac et qui voudraient vraiment être dans ce monde de l'enseignement, d'apprendre la psychologie, même si vous n'êtes pas spécifiquement raccroché au monde de la recherche, je pense que ça peut se faire en doctorat, ça peut se Ouais. réussir. Ouais, je On pense a aussi. toutes les clés pour le faire, on a toutes les clés pour le réussir, et je pense que pareil, pour la recherche, on est bien formé. Ah ouais, ouais. Enfin, moi je sais que du coup je vois la différence par rapport à Lyon 2. Ouais, il y a une nette différence. Hein. Ouais, merci beaucoup. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été proposées. J'espère vraiment que ça vous a apporté, que ça va vous permettre aussi de vous sentir un petit peu plus confiant pour la suite. Si vous avez d'autres questions, besoin de précision, évidemment, il y aura tous mes collègues qui seront présents lors de la soirée des masters à laquelle je ne pourrai pas participer. Mais voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers nous pour poser toutes vos questions. Ne restez pas là avec pas avec des questions, tout simplement, avec du stress. N'hésitez pas à partager ça aussi si vous en avez besoin, de nous parler de votre stress, etc. On peut être là aussi pour vous soutenir. Et gardez confiance en vous. Et surtout, régalez-vous. Voilà. Ah oui, un petit truc aussi auquel je viens de penser, euh, que je vous ai pas dit, mais pour moi, quelque chose qui a été super important pendant toute la durée de mon master, qui a été très soutenant et très motivant, c'est ma promo. On a eu une promo géniale, vraiment bienveillante, beaucoup de communication et d'entraide, et c'est trop important. Franchement, laissez tomber ces trucs de, de performance, de vouloir s'écraser les uns les autres, etc. Bon, là, pendant la sélection, je peux comprendre que ce soit différent, mais une fois en M1, sachez que ça fait vraiment du bien et c'est vraiment important de se soutenir en équipe, quoi. Et d'ailleurs, c'est la base de se projeter dans un travail d'équipe. Donc vraiment, entretenez ça si vous en avez l'occasion, ce serait vraiment top parce que moi j'ai trouvé ça génial. Ça a vraiment contribué à ma réussite et puis au fait de soulager dans son travail personnel aussi. Donc voilà, se partager des notes, être là pour s'entraider quand il y a besoin, travailler ensemble, travailler en groupe. Alors tout le monde n'est pas fait pour ça bien sûr, mais par moments ça peut être vraiment cool. Donc franchement, ne vous oubliez pas entre vous-même et entre vous aussi. Voilà.